Bonjour et bienvenue, l'ivresse du moment, journal de lecture, les lectures en cours. Je me balade à travers les livres qui m'occupent en ce moment. L'idée, elle est de les feuilleter, de les assembler pour leur donner du sens, ou en tout cas donner du sens à la lecture, qui est une occupation qui m'occupe de manière permanente et dont il est nécessaire de s'extraire parfois pour y réfléchir, pour faire le point. Alors faisons le point sur ce qui m'occupe. 7 livres actuellement en chantier de lecture. Éloge des bâtards de Olivia Rosenthal, Comme il pleut sur la ville de Karl Ove Knausgaard. Dans la série des Rougon-Macquart de Zola, Une page d'amour. Dans mes nouvelles aventures de bande dessinée, Les épées de verre de Sylviane Corgia et Laura Zuccheri. Et puis, les autres lectures sont des reprises, c'est-à-dire des choses dont j'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes et qui sont toujours en cours de lecture. L'âge global de Jan Kershaw, et je n'avance toujours pas tellement, mais je les garde quand même pour la bonne bouche. Mon Tolkien de la communauté de l'anneau et mon Emily Dickinson, qui sont ces lectures à haute voix que je fais de temps en temps, trop rarement, ce qui explique que j'en parle toujours, alors que peut-être qu'il faudrait passer à autre chose, mais bon, il se trouve que j'ai envie d'aller jusqu'au bout, donc on n'y est pas encore tout à fait. Alors, parler de ces livres, par quoi commencer ? Je vais les reprendre dans l'ordre que je vous ai donné avant, en commençant par ce livre donc, de Olivia Rosenthal, Éloge des bâtards. On verra que le lien, finalement, que j'ai pu trouver entre les différents livres dont je vais parler, c'est la ville. La ville qui est dans le titre de Karl Ove Knausgaard, Comme il pleut sur la ville, et des villes, on en a partout, sauf sans doute dans les 2 derniers livres, qui sont plus des livres de campagne, ou de montagne plutôt, dans la communauté de l'anneau, où j'en suis. Bref, revenons à Éloge des bâtards. Pourquoi la ville ? Pour le cadre de ce livre-là, un cadre assez difficile à saisir en tant que lecteur. On est dans un cadre urbain, une ville qui aurait mangé tout, où tout serait désormais ville, il n'y a plus de campagne, et il semble, je dis bien il semble parce que tout est décrit sans l'être vraiment, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment une ville qui est décrite en tant que telle. On a au contraire plutôt un cadre, des lieux évoqués, une ville omniprésente qu'une communauté de gens qui au départ ne savent rien les uns des autres vont miner la ville, miner le contrôle sur la ville, miner les chantiers qui urbanisent tout et l'absence totale de hors-ville. Voilà en gros le but de cette communauté, du moins au départ. Ils vont commettre des délits, ce qui semble être des délits, mais qui nous paraît à la lecture plutôt comme des actes symboliques face à la ville, et justement redonner une certaine liberté à un monde qui semble en être totalement dépourvu. Action ô combien nécessaire dans le monde actuel, même si on ne sait pas trop quand se déroule cette histoire-là. Il y a des références dans la biographie des personnages qui peut nous faire penser que ça se passe plus ou moins
à notre époque, mais en gros, il s'agit de miner ce monde ultra contrôlé des villes où nous vivons. On a déambulé dans la ville en portant des bâillons sur la bouche. C'est ce que nous faisons malheureusement constamment. Ici, c'est détourner l'obligation pour lui donner sens. On a installé des miroirs sur le sol pour que les gens marchent sur le ciel. On a construit des hamacs géants où les passants pouvaient se balancer à plusieurs avant de s'engouffrer dans les tunnels. On a compté toutes les espèces d'oiseaux sur le territoire et toutes les espèces de chauves-souris et toutes les espèces d'insectes. Et on a placardé la liste complète dans les cages d'escalier des immeubles. On est entré par effraction au siège de la Banque mondiale pour distribuer des peluches aux employés. On a planté des étiquettes permettant d'identifier toutes les herbes folles qui arrivent à percer la dalle. On a publié sur les réseaux sociaux les portraits robots des maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre et architectes du chantier Charles de Gaulle pour faire croire aux internautes qu'ils étaient de dangereux fugitifs recherchés par les polices de tous les pays. On a saturé la ville de signes invisibles. Et donc on a ce groupe qui sature la ville de signes invisibles et qui se rencontre la nuit. Le livre est composé de 5 nuits, chaque nuit étant reliée à l'un des personnages. Troisième nuit, Oscar, par exemple. Et ces personnages sont rassemblés au départ, semble-t-il, sans se connaître, sans avoir de lien clair entre eux. Mais ce qui va se passer dans la première nuit et qui continuera à se développer dans les nuits suivantes, c'est des confessions. C'est que chacun des personnages va commencer à raconter son passé, alors même que tous ces personnages ont comme point commun de refuser l'identité qui leur a été assignée, d'avoir changé de nom, d'avoir repoussé leurs parents, certains nés sous X par exemple, d'autres ayant des rapports très complexes avec leurs parents, ne connaissant pas leur père, etc. Donc tous étant, comme le nom l'indique dans le titre, des bâtards, et revendiquant petit à petit ce statut de bâtard, qui est un statut profondément anti-système, dans un système qui refuse ce désordre de la bâtardise, eh bien, ces bâtards vont miner le système et vont surtout petit à petit entrer en eux et entrer en dialogue, un dialogue difficile avec des craintes, des refus d'aller trop loin dans l'intimité, et en même temps, elle arrive petit à petit, cette intimité. Malgré les réticences, nos personnages se livrent. Et ce qui rend cette lecture intéressante, c'est justement de voir surgir petit à petit des vies, alors qu'elles ne voulaient pas surgir. Donc, on nous raconte des histoires qu'on n'aurait pas voulu nous raconter. Et donc, le roman, c'est d'une sorte de construction autour de personnages qu'on cerne plus ou moins petit à petit et qui prennent corps, qui prennent sens au fur et à mesure de la lecture. Donc, voilà l'intérêt, me semble-t-il, de ce livre, qui à la fois est en écho de manière très forte avec notre période, mais aussi avec les failles intimes que nous portons chacun.
Donc une lecture à découvrir, je pense. Olivia Rosenthal, Éloge des bâtards. Le deuxième livre dont je vais parler, Comme il pleut sur la ville, on retrouve donc La ville de Karl Ove Knausgaard, issu de son autobiographie Mon combat. Je crois en avoir déjà parlé dans une vidéo précédente sur un des autres volumes de ce livre. Karl Ove Knausgaard est un Norvégien qui décide simplement de nous raconter sa vie de manière très détaillée. Sa vie, là aussi, avec ses failles, avec ce qui n'a pas marché du premier coup, avec l'enfance. Dans Éloge des bâtards, on revient à l'enfance avec réticence. Chez Knausgaard, il y revient aussi avec peine. Dans les premiers volumes, le premier volume, La mort d'un père, remet Knausgaard dans la voie de la recherche de ce rapport au père qui était très compliqué, parce que le père était un personnage violent, un personnage dur, dont le fils a souffert, mais qui ensuite, ce père est mort dans des conditions terribles. Et cette enfance, donc, qui est reprise dans certains des passages du combat donc de Karl Ove Knausgaard, elle va donner vie à un homme ici. Je pense que c'est Karl Ove Knausgaard lui-même, je ne suis pas certain de ça. J'en sais rien. Mais c'est sans doute lui. À l'âge de 20 ans, à peine sorti de l'enfance, donc il s'inscrit dans une académie d'écriture à Bergen, où il va se casser les dents face à des gens qui écrivent depuis plus longtemps que lui et qui vont remettre en cause la manière dont il conçoit l'écriture, encore une manière très stéréotypée. On l'accuse d'accumuler les clichés constamment et de ne pas être à la hauteur de ce qu'il imagine être une vie d'écrivain. Et donc il y a beaucoup de désillusions dans ce livre-là. Et Karl Ove Knausgaard, plus tard, évidemment quand il écrit ça, il a une carrière d'écrivain qui est déjà bien lancée, va justement revenir sur ses échecs, sur cet apprentissage compliqué, apprentissage non seulement de l'écriture, mais de la vie seule dans une grande ville, de la difficulté à échanger avec les autres, difficulté qu'on a aussi dans Éloge des bâtards, même s'il y a une communauté qui est créée de gens qui agissent dans un certain but. Chez Knausgaard, lui, est seul malgré ce qui pourrait être une communauté, cette académie d'écriture, mais où il est le plus jeune, où il est, semble-t-il, un peu méprisé par les autres. En tout cas, c'est comme ça qu'il le ressent. Il va aussi tomber amoureux, ça va très mal se passer. Il va boire énormément et commettre des délits sous l'effet de la boisson dont il ne se souvient pas le lendemain, être arrêté par la police. Et il raconte ses dérives avec sincérité dans ce livre-là, en n'omettant pas les détails et en montrant au fond ce côté bancal de sa jeunesse. C'est ce qui rend le livre intéressant. Alors c'est un livre qui a eu énormément de succès. En 4e de couverture, on nous dit un authentique génie, une lecture addictive, ou alors l'œuvre est torrentielle, fascinante par sa sincérité et son absence totale de faux semblants, 800 pages, haletante. Et bref, les critiques sont dithyrambiques. J'avoue me méfier de ce genre de critiques. C'est un livre très intéressant et que je lis avec beaucoup en me plongeant dedans, en m'identifiant beaucoup au personnage, même si je n'ai pas bu autant que lui, et je n'ai pas véritablement à 20 ans été dans une académie d'écriture. Bon, les échecs amoureux, ça j'ai un peu connu, mais finalement,
ne suis pas sûr que cette critique dithyrambique serve le livre en disant que c'est un livre qui est complètement inédit, qu'on n'a jamais fait ça. C'est pas tout à fait vrai. D'autres gens sont entrés profondément dans leur intimité pour nous la raconter. Dans cette démarche autobiographique, elle n'est pas si originale que cela, mais il y a toujours quelque chose quand même de fascinant pour un lecteur d'entrer vraiment dans une intimité, d'entrer dans des aveux des personnages. Là encore, c'est ce qu'on a aussi dans Éloge des bâtards, même si c'est des personnages de fiction, alors qu'ici, c'est les aveux de cet homme-là, avec les difficultés qu'il a rencontrées. Et aussi, donc, la ville. Quel rôle joue la ville dans Comme il pleut sur la ville? La ville, c'est Bergen. Je ne connais pas du tout cette ville-là. Il la décrit comme une ville où il pleut tout le temps. Une ville, au fond, assez morne. En tout cas, en période hivernale. Arrive le printemps dans certains passages et des couleurs. Et il y a aussi des bouts de description de la ville qui viennent ajouter au cadre de cette histoire, qui est donc, comme Éloge des bâtards, inscrit dans un milieu urbain. Mais là aussi, la ville n'est pas centrale. Elle est là, c'est l'homme jeune qui est dans son appartement en ville, qui découvre aussi la solitude et l'écriture et la difficulté à s'intégrer dans un vaste milieu urbain. Et donc, le cadre urbain joue un rôle important. Pourquoi je m'attarde un peu trop là-dessus ? C'est pour faire le lien avec le livre suivant. On revient à un roman de la ville encore, Les Rougon-Macquart de Zola. Zola, écrivain d'une famille de ville, de campagne aussi, mais écrivain de la ville de Paris quand même. À travers Une page d'amour, qui est donc le 8e roman des Rougon-Macquart, que je suis en train de lire dans la Pléiade ici, qui suit un autre roman de la ville de Paris, L'Assommoir, qui précède un autre roman de la ville de Paris, Nana. Une page d'amour, c'est pas le même milieu que ce qui précède. Il y a chez Zola toujours, dans ses Rougon-Macquart, une volonté de contraste entre les différents romans, puisqu'il veut montrer une société dans son entier. Il faut changer de point de vue, changer de style aussi d'écriture. C'est très frappant quand on lit L'Assommoir puis Une page d'amour. Même si on retrouve le style de Zola, on le reconnaît, mais dans Une page d'amour, on revient peut-être au roman précédent, L'Assommoir, c'est-à-dire on revient un peu à la faute de l'abbé Mouret, par exemple. Dans le côté analyse de sentiments. Parce qu'est-ce qui se passe dans ce roman-là, Une page d'amour, une histoire d'amour, entre un personnage donc de la famille Rougon-Macquart, plutôt Macquart que Rougon, mais en fait plutôt Mouret, Hélène Mouret. C'est dans Une page d'amour qu'on a l'arbre généalogique des Rougon-Macquart, que voici, arbre que Zola a inséré dans ce roman-là, parce qu'on l'accusait de ne pas avoir véritablement pensé ses livres jusqu'au bout, et on remettait en cause sa cohérence dans la construction de cette famille Rougon-Macquart, et lui-même a voulu dire non, j'ai un truc qui est prévu, voilà tous les personnages dont je vais vous parler. Bon, il se trouve qu'il y en a quand même quelques-uns qui manquent dans la famille, notamment la bête humaine,
qui apparaîtra plus tard, donc Jacques Lantier, qui n'apparaît déjà pas dans l'Assommoir alors qu'il est un des enfants de Gervaise. Mais autrement, vous avez cet arbre. Donc si je reviens à une page d'amour, on est dans une lignée féminine. Adélaïde Fouque, l'ancêtre de tout le monde, et ses 3 enfants, donc Pierre Rougon, l'enfant du premier du mari, et les 2 autres, Ursule Macquart et Antoine Macquart, les enfants de l'amant. Donc Adélaïde Fouque, Ursule Macquart, qui épousera le chapelier Mouret à Marseille, dont elle aura 3 enfants, Silver, qui meurt dès le premier roman des Rougon-Macquart, qui s'intitule La fortune des Rougon, et François Mouret, qui épousera une Rougon. Donc là, on a une espèce de micmac familial un peu compliqué. Et donc Hélène Mouret, personnage central de Une page d'amour, qui épouse un certain Grandjean, dont elle a une fille, Jeanne. Ce Grandjean meurt et elle se retrouve à Paris, veuve. Et elle va donc vivre à Passy, dans un milieu bourgeois. Contrairement à d'autres romans, on n'est plus dans l'Assommoir, on n'est plus dans le milieu ouvrier, on n'est plus non plus dans la haute société qu'on a dans La Curée, par exemple. On est dans un milieu finalement assez intermédiaire, de gens qui sont des bons bourgeois sans être ultra riches, qui sont aussi des gens qui suivent les règles de la société sans poser trop de problèmes. C'est pas des vies très intéressantes en fait, ces vies bourgeoises. Contrairement aux vies des ouvriers ou aux vies des grands seigneurs, si vous voulez. On est quelque part entre deux. Donc c'est une vie un peu banale. Il y a quelque chose chez Hélène Mouret, en moins provincial peut-être, en plus léger peut-être, de Madame Bovary. C'est-à-dire une femme seule qui cherche plus ou moins l'aventure. Elle la cherche beaucoup moins que Madame Bovary d'ailleurs, mais elle la trouve quand même. Elle trouve l'amour, cette page d'amour. Son voisin qui est médecin, bon, il y a des contacts qui se fait, qui est un homme marié et qui va lui plaire, ils vont se plaire. Petit à petit, on voit apparaître une idylle entre eux qui évidemment est interdite parce que c'est un homme marié, mais en même temps, on sent pas vraiment de drame dans cette histoire-là. Le drame, c'est l'enfant de Hélène Mouret, Jeanne, qui est malade. Et ce que l'on sait, je spoil un peu l'histoire, c'est une relecture, Une page d'amour, même si j'avais presque tout oublié de ce livre-là. Je me souvenais plus que je l'avais lu, jusqu'à ce que je retrouve une autre version de ce livre dans ma bibliothèque en me disant « Ah oui, tiens, je l'ai lu ». L'enfant, donc Jeanne, va mourir. Bon, d'une maladie à l'âge de 12 ans. Mais finalement, il semblerait que ce qui touche vraiment Hélène, c'est cette histoire d'amour qui arrive pas tout à fait au bon moment, puisque elle aurait dû s'occuper peut-être plus de son enfant. Mais là encore, est-ce que c'est dramatique ? C'est pas présenté comme si dramatique que ça. Et la ville, donc, puisque on avait Il pleut sur la ville, on avait la ville aussi chez les bâtards d'Olivia Rosenthal. La ville joue un rôle très important dans Une page d'amour, puisque on a 5 parties composées de 5 chapitres chacun. Et le dernier chapitre de chaque partie est une description de la ville de Paris, vue de la fenêtre d'Hélène, qui va donc faire dialoguer ce qu'elle ressent et cette ville qui est là, cette ville de Paris, le ciel de Paris, les toits de Paris.
Voici un petit extrait, c'est le début du chapitre 5 de la deuxième partie. J'en suis actuellement à la troisième partie. C'est le moment où elle vient d'apprendre que son voisin est amoureux d'elle, qu'il lui a dit je vous aime dans un bal pour enfants, bal costumé qu'ils avaient organisé, qui est décrit dans le chapitre précédent, et où, à la dérobée, au milieu de tout cela, il lui avoue cet amour. Et elle fuit, elle va justement se réfugier chez elle, ouvre la fenêtre et regarde la ville sous le choc de cette annonce, un choc qui entre en dialogue avec la ville. En haut, dans sa chambre, dans cette douceur cloîtrée qu'elle retrouvait, Hélène se sentit étouffée. La pièce l'étonnait, si calme, si bien close, si endormie sous les tentures de velours bleu, tandis qu'elle y apportait le souffle court et ardent de l'émotion qui l'agitait. Était-ce sa chambre, ce coin mort de solitude où elle manquait d'air ? Alors violemment, elle ouvrit une fenêtre, elle s'accouda en face de Paris. La pluie avait cessé, les nuages s'en allaient, pareils à un troupeau monstrueux dont la file débandée s'enfonçait dans les brumes à l'horizon. Une trouée bleue s'était faite au-dessus de la ville, s'élargissant lentement. Mais Hélène, les coudes frémissants sur la barre d'appui, encore essoufflée d'avoir monté trop vite, ne voyait rien. N'entendait que son cœur battant à grands coups contre sa gorge qu'il soulevait. Elle respirait longuement. Il lui semblait que l'immense vallée avec son fleuve, ses 2 millions d'existences, sa cité géante, ses coteaux lointains n'auraient point assez d'air pour lui rendre la régularité et la paix de son haleine. Pendant quelques minutes, elle resta là, éperdue, dans cette crise qui la tenait tout entière. C'était en elle comme un grand ruissellement de sensations et de pensées confuses, dont le murmure l'empêchait de s'écouter et de se comprendre. Ses oreilles bourdonnaient, ses yeux voyaient de larges taches claires voyageant avec lenteur. Elle se surprit à examiner ses mains gantées et à se souvenir qu'elle avait oublié de recoudre un bouton au gant de la main gauche. Puis elle parla tout haut. Elle répéta plusieurs fois, d'une voix de plus en plus basse. « Je vous aime, je vous aime, mon Dieu, je vous aime. » Hélène, perdue dans ses sentiments violents qui arrivent au moment où on lui a avoué qu'on l'aimait, alors qu'elle l'aime aussi en retour, et cette ville après la pluie comme la pluie de la ville de Knausgaard, finalement, lui aussi empêtré dans ses sentiments. Donc là aussi, on retrouve ce dialogue de la ville et de la vie. Les villes sont aussi présentes dans ce gros bouquin que j'ai ici, Les épées de verre. Dans ma découverte tout à fait récente du monde de la bande dessinée, voilà donc un autre livre que m'avait conseillé mon coach en bande dessinée, après Black et Mortimer, que j'ai évoqué dans la dernière vidéo, Les épées de verre, donc de Sylviane Gorgia et Laura Zuccheri, chez les Humanoïdes Associés. Ici, c'est l'intégrale, il y avait 4 tomes au départ. On est dans une histoire qui est de l'ordre du... ce qu'on pourrait appeler la fantasy, enfin fantasy en anglais, de l'ordre d'une histoire avec des épées magiques, plus ou moins dans un monde médiéval, qui fait penser à beaucoup de ces univers qu'on a dans les séries. Il y a des épées donc qui tombent du ciel, et si la personne à qui est destinée cette épée arrive à la sortir du sol, donc là on retrouve
le mythe du roi Arthur, elle peut briser les gens qu'elle touche ensuite et les transformer en vers et les tuer de cette façon-là. Il y a un méchant, évidemment, qui est celui que l'héroïne va vouloir rechercher pour venger la mort de son père et le kidnapping de sa mère. Et puis, on a toute une quête qui a lieu de cette façon-là. Il y a aussi une dimension écologiste, plus ou moins, c'est-à-dire que le soleil est en train de mourir. Et d'ailleurs, il pleut beaucoup. Regardez ces images-là, par exemple, prises un peu au bol, il y a beaucoup de pluie. Et puis, il y a donc une ville, puisque je parlais de ville. Où, en tout cas dans le passage où j'en suis, ça doit correspondre, je pense, plus ou moins au tome 2 de la bande dessinée. Je ne sais pas exactement, puisque c'est l'intégrale, ils ne disent pas exactement où commence le 1, le 2, le 3, tout est suivi. On est dans une ville qui fait penser aux villes dans le Trône de Fer, dans Game of Thrones, dans la série, et dans les livres que j'écoute en audio lecture, je ne sais pas comment on appelle ça exactement, de temps en temps. Ces villes où vous avez des maîtres et des esclaves, et des gens qui vont sur des chantiers pour travailler extrêmement dur, et seulement au profit des maîtres. Et qui, s'ils désobéissent, se font crucifier. Il y a ceci, je ne sais plus dans quelle cité de Game of Thrones, un moment où la mère des dragons vient libérer les esclaves. Alors ici, est-ce qu'on va libérer les esclaves? Peut-être. On n'est pas dans une histoire de roi, etc., de quête de royaume. On est dans une histoire où le personnage principal est plus modeste. C'est l'enfant d'un villageois qui veut venger son père. Et bon, il y a cette quête-là, à travers ces épées. Donc on est vraiment dans un monde du fantastique tel qu'on le conçoit à l'heure actuelle. Et ça se lit avec beaucoup d'intérêt, je trouve que c'est bien fait, j'aime bien les dessins, il y a une originalité dans les costumes des personnages. Là c'est le méchant, enfin l'un des méchants, je sais pas si vous voyez quelque chose, oups, vous voyez rien, tant pis. Donc il y a aussi tout un rapport au passé qui est évoqué dans certaines images. Voilà, je vais peut-être vous montrer le personnage du méchant. Le voilà. Donc, j'ai pas grand chose à dire parce que je suis un peu emprunté pour parler de bande dessinée, sur la qualité des dessins. J'aime bien, mais j'ai pas beaucoup de points de comparaison. Donc voilà, mais je pense que c'est un bon livre pour découvrir la bande dessinée. Ce style-là qui m'est complètement inconnu, des animaux un peu bizarres, des petits personnages, ces petits personnages-là, des espèces d'humains miniatures, je ne sais pas trop ce que c'est. Et puis là, l'héroïne, c'est un livre écrit par des femmes avec une héroïne féminine. Même si elle accompagne un homme qui n'est pas son père, mais qui, lui, se considère plus ou moins comme son père. Elle aimerait bien qu'elle ne se considère pas comme son père, donc il y a peut-être aussi une histoire intime qui se lie à tout ça. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste des choses dont j'ai déjà parlé, donc je vais peut-être pas m'apesantir là-dessus. L'âge global, l'Europe de 1950 à nos jours, de l'historien britannique Ian Kershaw. J'arrive bientôt à la fin. Il raconte donc l'histoire de l'Europe. Ce qui est intéressant, c'est donc une démarche historique
assez classique, hein, une sorte de manuel mais assez développé sur l'histoire de l'Europe, mais c'est de s'intéresser aux époques récentes. C'est toujours dangereux de parler des époques récentes parce que on est encore dedans. Et j'en suis dans cette partie où ce dont me parle ce livre d'histoire, je l'ai vécu dans les années précédentes. Si je lis le tout début de l'endroit où j'en suis, en 2008, vous voyez que c'est il y a 12 ans, donc on se rapproche vraiment de notre temps. Le traumatisme provoqué par les guerres d'Afghanistan et d'Irak à la suite de l'attentat dévastateur de New York 7 ans plus tôt s'était atténué en Europe. C'est la fin d'un chapitre qui s'appelle Exposition mondiale autour justement du 11 septembre, puis de ses conséquences et de l'engagement des pays européens à l'intérieur des conflits au Moyen-Orient, par exemple, en Afghanistan, en Irak, etc. Ce qui montre aussi une chose importante, quand on parle d'une histoire de l'Europe, aujourd'hui, on ne peut pas faire que l'histoire de l'Europe. On est obligé de parler du monde entier, quasiment. Parce qu'on est dans ce monde mondialisé. La pandémie de 2020, qui évidemment n'est pas évoqué ici parce qu'il est écrit juste avant ce livre-là, rajoute cette dimension désormais mondiale de l'histoire. On ne peut plus faire l'histoire séparée de l'Europe et du reste du monde. Et au fond, même si le centre d'attention de ce livre-là, c'est l'Europe, on est obligé de parler des États-Unis, forcément, on est obligé de parler du Moyen-Orient, on est obligé de parler, parce qu'il faut parler d'immigration, de l'Afrique. Bref, c'est une histoire connectée au monde, comme nous sommes connectés au monde à l'heure actuelle. Mais il y a beaucoup de choses intéressantes, il y a beaucoup de choses qui m'ont permis de clarifier mes connaissances par rapport à certains conflits européens. Je pense au conflit terrible de la Yougoslavie, par exemple, ou la chute des États communistes de l'URSS et des pays de l'Est, qui est décrite avec beaucoup de détails, en s'attardant un peu sur ce qui se passe dans chacun des pays. Et c'était donc une lecture nécessaire. Là, j'arrive vraiment à la fin, c'est-à-dire au contemporain. La 2008, ce sera forcément la crise économique, les problèmes de l'Union européenne. L'Union européenne et sa construction est évoquée. Je m'attendais à ce qu'il y en ait plus sur la construction européenne dans une histoire de l'Europe, mais il y a beaucoup de choses aussi sur l'Europe de l'Est, l'Europe communiste, dont peut-être on connaît moins l'histoire chez nous. Voilà. Après, évidemment, il y a toujours des choses qui pourraient être corrigées. Typiquement, je suis suisse, il n'y a pas grand-chose sur la Suisse, et ce qui est sur la Suisse me laisse un peu sur ma faim. J'aimerais qu'on parle un peu plus de mon pays, mais bon, la Suisse a pour caractéristique d'être discrète. Mais par exemple, il parle du parti qu'il appelle le Parti du Peuple. Personne en Suisse sait ce que c'est que le Parti du Peuple, en tout cas en Suisse romande. Schweizerische Volkspartei, SVP, ce qu'on appelle en français l'UDC, l'Union démocratique du centre. Donc là, vous voyez, il y a une sorte de méconnaissance que je reconnais dans les petits passages qui concernent mon pays. Alors bon, une histoire de la Suisse connectée à l'Europe, peut-être que ce serait une prochaine lecture à faire. Et pour finir, la communauté de l'anneau. Là, je reviens un peu, finalement à l'éloge des bâtards d'Olivia Rosenthal. Formation d'une communauté dont le but est de lutter contre le mal dans ce monde. Lutter le mal insidieux de la ville dans Éloge des bâtards. Lutter contre Sauron et les forces du mal dans Le Seigneur des Anneaux. J'en suis au début du chapitre 5 de, je ne sais pas la combienième partie, mais plus ou moins à la fin du premier tome du Seigneur des Anneaux, donc la communauté de l'anneau. La communauté est formée, elle se dirige vers l'endroit où il faudra détruire l'anneau. Elle est encore complète, cette communauté, elle n'est pas encore brisée. Comme cette communauté d'Éloge des bâtards,
dont on ne connaît pas l'origine d'ailleurs, alors qu'ici on nous explique vraiment pourquoi ce sont tel ou tel personnage qui sont là. Cette communauté est encore réunie, elle affronte déjà des dangers de plus en plus durs. Le pont de Khazad-dûm, c'est donc le prochain chapitre. Comme j'ai vu les films et que c'est ma deuxième lecture du livre, je vois très bien de quoi il s'agit. On est dans ces endroits souterrains. Finalement, là aussi, même si on n'est pas dans la ville, comme dans Éloge des bâtards, ou dans les autres livres autour de Bergen ou de Paris dont j'ai parlé, on n'est pas dans la ville, mais on est dans un milieu qui nous entoure et dont on ne parvient pas à sortir. On est sous la montagne, dans ce qui était au fond une ville, la ville des nains, mais qui est détruite, mais qui a été attaquée par les forces du mal. Et le pont de Khazad-dûm, c'est plongé, j'allais dire dans les égouts, dans les profondeurs. Parce qu'il y a une verticalité dans le monde de la ville, et dans la montagne ici. Plongé vers le mal le plus ancien. Bien sûr, ici, un mal mythique. On est dans quelque chose qui a sans doute inspiré des choses comme les épées de verre dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, chez Tolkien, il y a toute cette inventivité extraordinaire, inventivité qui se manifeste sans doute aussi de manière très importante dans le monde de la bande dessinée et dans le monde du dessin. C'est pas une version illustrée que j'ai ici, c'est une version en livre de poche, mais vous avez l'illustration qui est très importante quand même dans Le Seigneur des Anneaux. Quand on lit ceci, on a envie de voir ce qui se passe. Et de toucher donc ce mal absolu, enfermé dans la montagne. Il était question de communauté et d'enfermement dans Le Seigneur des Anneaux. Emily Dickinson, on est loin de la communauté. On est proche de l'enfermement, par contre. La frustration que j'ai en lisant Emily Dickinson, mis à part la langue anglaise ou américaine qui m'échappe pas mal, c'est quand même, au fond, mon inculture par rapport à elle. Je ne sais pas grand-chose. Je ne lis sa poésie hors cadre, comme des sortes de bulles, comme des bulles de bande dessinée, et qui apparaissent et qui disparaissent. Et ça me semble être une manière de lire la poésie. La poésie, il ne faut pas trop, ou en tout cas pas dans une première approche, l'encombrer d'autres discours. C'est des blocs de langage qui apparaissent, des blocs très brefs chez Emily Dickinson, et qui doivent rester en l'état. Voilà en tout cas comment je les conçois quand je les lis. Certains jours, retranchés des autres, tendrement se différencient. Le jour où un compagnon arriva, ou fut contraint de mourir. Et c'est dédié à Suzanne Dickinson. Je sais à peine qui c'est. De sa famille, vraisemblablement. Cette idée de solitude et de compagnon qui arrive et qui meurt, qu'on retrouve au fond dans ces communautés dont je parlais, ces bâtards d'Olivia Rosenthal, ces
cette communauté de l'anneau. Ici aussi, il y a des rencontres qui se font, il y a un groupe d'écriture, donc tout est un dialogue entre communauté et solitude et intimité, l'intimité de Karl Ove Knausgaard, ou alors l'élan collectif de l'histoire. Bref, la lecture aussi, c'est ça. La solitude et l'idée que les solitudes peuvent se rencontrer. Et là encore, si vous avez eu la patience de m'écouter jusque-là, elle est vraiment longue, cette vidéo, je crois que c'est la plus longue que j'ai jamais faite, c'est aussi l'idée de communauté qui apparaît. C'est aussi l'idée que dans cette solitude de la lecture, en la surpassant, en la transcendant, on crée des liens. On crée du sens. Et voilà. J'ai donc évoqué mes lectures en cours. Il ne me reste plus qu'à aller terminer ces lectures pour pouvoir vous parler d'autres livres dans quelques temps. Je vous souhaite une excellente journée.